pourquoi aujourd'hui on se voit, pourquoi cette conférence aujourd'hui? Parce que nous, Amici d'Italia, qui sommes une association, une petite association, vivons de culture. Et depuis un an, bah, on souffre d'un manque de culture atroce. On fait que des cours d'italien, mais ça ne suffit pas pour faire vivre la culture. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Alberto, il a été parrain du Salon du Livre à Bussy-Saint-Georges. Et à ce moment-là, il a nommé Sénèque, qui disait qu'il ne faut pas attendre que l'orage il termine pour vivre, mais il faut apprendre à vivre avec la pluie. C'est très beau, et nous, on s'est dit, on va le faire. Et donc aujourd'hui, on le fait. Donc on va donner le départ à une série de conférences de culture italienne, du titre « La culture italienne s'invite chez vous ». Et on commence aujourd'hui avec Alberto, qui nous représente un peu tous nous les Italiens de France, avec son beau livre « Ti amo Francia ». Et là, je voudrais donner la parole à Alberto en lui demandant qu'est-ce que ça a motivé l'écriture de ce livre. Voilà. Grazie Laura per questo invito. Merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir. Je dois dire que quand on m'a proposé, et c'est toi Laura qui m'a proposé, de parrainer la fête du livre à Bussy, j'étais évidemment disponible, mais ensuite j'ai eu le temps, c'est-à-dire j'ai eu le temps de lancer un appel à la relance de la culture malgré la pandémie, de dire quelques mots introductifs de la fête du livre, mais je n'ai pas eu le temps de parler, compte tenu que le délai était limité, je ne pouvais pas parler trop longtemps de mon propre livre. Et donc, c'est suite à cette première étape qu'on a fait connaissance et que maintenant j'ai l'opportunité de parler de ce que j'ai écrit moi-même plutôt que de la situation en général. Et donc, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre? Bon, la réponse, pour ceux qui regardent le livre sur les Italiens en France, en réalité, parce que Ti amo Francia fait penser à un acte d'amour ou de respect de toute façon par rapport à la France. Mais en réalité, c'est un acte d'amour pour les migrants italiens. Et la réponse est là. Je voulais rendre hommage à cette émigration absolument particulière qui a été l'émigration italienne en France et à cette présence absolument extraordinaire qui est la présence des Italiens en France. Et si on regarde tout simplement une chose très banale, très évidente, le gouvernement français actuel, on trouve deux ministres, celui de la justice et celui de l'écologie, qui sont d'origine italienne. C'est un petit exemple. Et en même temps, c'est l'un des exemples très nombreux qu'on pourrait faire pour réfléchir sur ce phénomène qui a été l'émigration italienne en France. Émigration qui rime avec intégration. Et si on ne parle pas assez de cette présence italienne en France, c'est parce qu'elle est tellement réussie que Français et Italiens font tellement partie de la même réalité. Ils partagent, les Italiens de France et les Français d'origine italienne, ils partagent tellement leur vie sociale, leur identité avec l'identité française que c'est... On ne peut pas... Quelle est la signification de parler d'Italiens de France aujourd'hui? C'est tellement... Ils sont français comme les autres. Il y a des millions de Français d'origine italienne qui ont quelque part oublié même leur propre origine. Et c'est un phénomène extraordinaire, celui
de l'histoire des Italiens en France. Et j'ai voulu réfléchir à ça, et je voulais faire ça à travers une série d'exemples qui commence avec Leonardo da Vinci. J'ai vu une émission française où on disait que Léonard de Vinci était français, et j'ai eu du mal à retenir un gros sourire. Donc j'ai commencé à l'époque de la Renaissance, et ça ne termine jamais. Ça ne termine jamais parce que... Vous avez voulu, excusez-moi si je vous interromps, vous avez voulu rétablir la vérité, en fait. Si, mais voilà, l'expression rétablir la vérité présente un aspect comme de revanche, de compétition, de réaffirmation polémique, justement, d'une vérité. Moi, je n'ai pas voulu faire un livre de polémique, comme pour dire, voilà ce que la France doit à l'Italie. Non, j'ai voulu faire un livre qui montre comme des millions de personnes qui ont quitté leur pays poussés par deux besoins fondamentaux. Le besoin de vivre, de travailler, donc le besoin de travailler, et parfois dans l'histoire, le besoin de liberté, notamment pendant la période fasciste. Ces millions de personnes qui ont passé les Alpes dans des conditions difficiles, qui ont été parfois traitées, choisies, mais parfois avec mépris, parce que les histoires, les récits des Italiens, des migrants qui ont été traités avec mépris sont des récits qui nous font mal, mais qui existent. Alors, j'ai voulu réfléchir sur le fait que cette migration a été un succès d'intégration. Et j'ai voulu réfléchir à ça, comme je disais tout à l'heure, à travers des exemples, mais le faire à une époque où la question migratoire est une question centrale de notre vie sociale. Elle est en Italie, elle est en France, elle est en Europe, elle est aux États-Unis. Il y a comme un métissage de peuples. Et alors, quelles sont les clés du succès de l'immigration italienne en France? Et est-ce que les clés de ce succès peuvent être peuvent être une leçon aussi dans des situations et dans des contextes différents. Donc, c'est à partir de tout ça que j'ai voulu. Et ce n'est vraiment pas pour dire nous avons été bons ou nous avons été les meilleurs, comme si on avait besoin de voir nos droits rétablis en France et notre dignité d'Italien rétablie en France. Non, ce n'est pas pour une raison polémique que j'ai écrit ce livre, c'est parce que l'histoire de ces Italiens est une leçon toujours active et comment dirais-je, exemplaire, à mon avis. Hein. Oui, je vois. Mais quelque part, si je peux me permettre, vous nous avez donné un peu plus de dignité. Je vous explique. Quand je suis arrivée en France, il y a maintenant une trentaine d'années, on disait « Ah, vous êtes italienne, la mafia ». Alors, c'est la première chose qui ressortait dans Italie, mafia. Alors, quelque chose, diamo Francia. Alors, si, ça a donné une dignité encore plus importante aux Italiens. Aux Italiens comme moi, qui sont arrivés et qui ont ces échos-là. Ah, la mafia. Italie, ah, les spaghetti. C'était un peu réduire une grande culture à ça. Et c'était vexant. Donc, merci. Merci pour ce que vous dites. Je dois dire que moi, je préfère beaucoup les spaghettis à la mafia, que je revendique avec enthousiasme. Donc, c'est vrai que je préfère parler des spaghettis que de la mafia, mais je dis un mot aussi sur la mafia. J'ai lu dans le Figaro cette semaine un article qui explique, c'est mieux tard que jamais de le dire, que la mafia est aujourd'hui un phénomène européen, pas un phénomène italien. Il est parfaitement inutile
aujourd'hui d'essayer de la part des Français ou des Allemands et d'autres peuples européens d'exorciser les phénomènes mafieux en croyant et en faisant croire qu'il s'agit seulement d'un phénomène italien ou peut-être d'un phénomène, disons, régional italien. Non, le crime organisé s'est internationalisé exactement comme tous les autres phénomènes que nous vivons. On vit une époque de globalisation et donc malheureusement le crime aussi se globalise. Et aujourd'hui, le phénomène mafieux, et à plus forte raison la lutte au phénomène mafieux, voit où ils voient ensemble les différents pays européens, où ils seront totalement inefficaces. Donc, la mafia existe, oui, malheureusement. Est-ce que la mafia aujourd'hui est un phénomène seulement italien? Non. Il y a plusieurs mafias de plusieurs origines. Il est absolument grotesque de croire ou de faire croire que le phénomène du crime organisé est limité aux frontières d'un seul pays. Pour ceux qui regardent l'autre sujet qui m'intéresse beaucoup plus, non, qui m'intéresse, ce n'est pas le bon mot, la mafia m'intéresse beaucoup et j'essaie un peu d'étudier ce sujet. Mais l'autre sujet m'enthousiasme beaucoup plus, celui des spaghettis. Je crois qu'aujourd'hui, la gastronomie italienne fait partie à plein titre de la culture italienne et ça pour une raison très simple, qui n'est pas seulement une raison de goût, mais c'est une raison de véritable histoire. La gastronomie italienne, comme d'ailleurs la gastronomie française, sont très, très liées au territoire. Et donc, cette relation entre les produits et le territoire, qui est une relation très forte dans les deux gastronomies françaises et italiennes, impose de réfléchir sur l'environnement, l'écologie, la relation entre l'homme et la nature à chaque fois où on réfléchit sur une recette gastronomique. Et c'est ça qui donne, je dirais, qui donne du goût au goût, qui donne une profondeur, qui montre même la préparation gastronomique en 3 dimensions. Réfléchir à l'histoire, réfléchir. Il y a une recette de viande au vin qui s'appelle peposo, qui est un plat florentin et qui permet de... C'était le plat qui était mangé par ceux qui bâtissaient les palais et les églises en Toscane pendant la Renaissance. C'était de la viande cuite dans le vin et avec beaucoup de poivre. C'est une recette extrêmement simple qui avait le grand mérite, comme toutes les recettes populaires, de pouvoir être gardée longtemps parce qu'on ne devait rien jeter. Et manger aujourd'hui le peposo qui était préparé avec les parties les moins nobles, les moins riches de l'animal, évidemment, de la vache ou de bœuf qui était abattu. Et cette recette, la manger aujourd'hui en pensant à cette histoire, la rend encore plus intéressante et plus agréable. Dans la gastronomie italienne, on pourrait en parler pendant... Vous pouvez l'expliquer à moi et moi en parler à vous, parce que chacun connaît des recettes italiennes qui sont mêlées à l'histoire et à la géographie du pays. Pas du pays, d'une région. Et donc, dans le livre, je parlais un peu d'histoire gastronomique, mais j'aime beaucoup préparer et faire la cuisine. Donc, c'est une chose qui me passionne. Donc, j'ai parlé un peu
d'histoire par rapport à Catherine de Médicis, parce que cette Italienne qui est arrivée en France et qui a amené avec elle des cuisiniers et des produits. Les cuisiniers qui sont venus, Catherine de Médicis, c'était pratiquement une gamine quand elle est arrivée en France. Et son mariage était tout sauf un mariage d'amour. Et, cette gamine a quand même l'intelligence d'amener avec elle des dizaines, peut-être certains disent des centaines de cuisiniers de différentes régions italiennes, mais en particulier de Toscane, d'Abruzzes, de Sicile. Et avec eux, ces personnes amènent avec elles à leur tour des produits. L'artichaut, par exemple, qui arrive en France grâce à Catherine de Médicis. Et donc, ces recettes-là, parfum d'histoire, parfum d'histoire d'Italie, d'histoire de certaines régions d'Italie, et entrent dans la culture française. Donc, c'est un roman franco-italien qui passe par la table. Et évidemment, c'est plus agréable de parler de la table que de parler de la mafia. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, dans les livres, j'aurais mis aussi un autre personnage italien dont je ne me rappelle pas exactement les noms, le fondateur de Slow Food, qui apparemment, ce n'est pas un nom italien, mais le fondateur, il est bien italien. Quand on repasse un nom, Petrini dit de façon beaucoup mieux articulée les mêmes choses que j'essaie de dire à mon tour. Et cette relation gastronomie-culture est aujourd'hui un élément certainement pas seulement italien, parce qu'en France, on va dans la même direction, mais nous permet je le répète, d'établir une relation plus intelligente entre ce que nous mangeons et le milieu où nous vivons et le milieu où nous avons vécu. Par exemple, moi je viens d'une partie d'Italie où on cultive le riz. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans à la campagne, disons. Moi j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Gagliate, qui est du côté piémontais du Tessin. Et là, il y avait, parce qu'aujourd'hui, les industries textiles en Italie, comme en France, sont devenues rarissimes. Mais à l'époque, il y avait une grande entreprise textile. Et mon père travaillait dans cette entreprise et il y avait à la campagne, ils avaient bâti des immeubles où il y avait les salariés avec leur famille, évidemment, et des fenêtres de ces immeubles, on voyait que la campagne. Et donc, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, et c'était une campagne où on cultivait le riz. Et pour moi, la recette à base du riz parle de ma terre. Le riz est une culture particulière et prodigieuse. Riz signifie eau, évidemment. Et l'histoire de cette terre qui va de Pavie, plus ou moins, un peu de Pavie et une petite partie de la province de Milan, jusqu'à Versailles, en passant par Novara, c'est-à-dire ma ville, et une terre évidemment très, très pleine, absolument pleine, sinon l'eau tomberait. Et la terre est comme brodée par des canaux.
Et quand la rizière est inondée, c'est le mois d'avril, entre avril et mai, les rizières sont inondées. Et toute cette surface, et c'est extraordinaire, si vous allez en avion, par exemple à Milan, à l'aéroport de Malpensa ou de Linate, c'est mieux Malpensa parce que c'est plus près de cette partie d'Italie, et on voit en fin avril, par exemple, toute la terre est comme un immense lac. Et nous, on appelle ça la mer à carreaux, parce que les carreaux sont évidemment les parties qui délimitent les différentes propriétés qui sont soulevées de l'eau, dont il y a les marges des différents champs. Et on voit ça du haut, n'est plus visible, et à la fin, l'eau part complètement. Mais l'histoire du riz est l'histoire d'un milieu naturel, le grenouille. Les grenouilles vivaient. Non, les grenouilles, c'est plus dans la tradition française qu'italienne. Ah ben les grenouilles, c'était dans la tradition de plusieurs parties d'Europe, mais plusieurs, pas beaucoup, en France et en Italie, mais pas dans toute l'Italie. Dans cette partie, parce que les grenouilles vivaient dans les rizières. Et donc, les recettes de grenouilles, évidemment, sont les mêmes. Les grenouilles étaient cuites dans l'huile à haute température. Et en plus, les pauvres grenouilles, il fallait enlever la peau quand elle était encore vivante, chose que l'animal n'appréciait pas trop. Et donc, mais les beignets de grenouilles étaient une tradition. Dans quelques restaurants très chics, on les mange encore, mais les grenouilles ne viennent pas d'Italie, les grenouilles viennent de Corée du Sud ou d'Afrique du Sud. J'arrête de parler de grenouilles. Non. On passe la parole peut-être à Patricia. Tu voulais poser une question? Oui, je voudrais demander, quand on est né dans une région où le riz pousse, évidemment, je comprends que le plat traditionnel, c'est le riz, mais les pâtes, pour tout le reste de l'Italie, comment est venue l'histoire de manger des pâtes? L'histoire de manger des pâtes, Patricia, vient encore une fois du territoire, parce que les pâtes, c'est les blés. Et les blés, c'est de l'époque des Romains, c'est de l'histoire. Et en plus, il y a des pâtes faites de farine d'autres céréales d'ailleurs, l'épeautre, par exemple, qui est le farro, c'était une nourriture fondamentale à l'époque des Romains, l'épeautre. Déjà avant que le blé devienne si importante dans l'alimentation en général. On mange beaucoup en Italie. Pardon? On le mange beaucoup. On le mange beaucoup, et on le mange beaucoup, et on est en train de le réhabiliter aujourd'hui à cause de sa qualité gastronomique et tout ça. Donc les pâtes, bon, la tradition veut qu'on dise que les pâtes viennent de Chine. Ce qui vient de Chine est probablement une façon de traiter la farine et de former. Dans le cas chinois, c'est évidemment, cette farine vient du riz, dont l'origine n'est pas la même, mais certainement les pâtes entrent dans la préparation gastronomique italienne à partir du Moyen Âge, et elles connaissent une élaboration pendant la Renaissance. La clé de tout en gastronomie est la conservation de produits. Les pâtes permettent tout ce qui passe par la farine permet d'être une conservation plus facile et plus durable. Donc, les pâtes résout un problème d'une alimentation populaire facile, là où l'art et la culture entrent dans la gastronomie, et de rendre dépasser du besoin fondamental de l'homme, qui est se nourrir,
au plaisir de se nourrir avec goût. Et c'est là qu'il y a la révolution culturelle de la gastronomie qui vient à la Renaissance exactement en parallèle avec la révolution culturelle de réalisation artistique que nous connaissons. Donc, je trouve que quelque part, il n'est pas impropre d'établir un parallélisme avec ces deux formes de culture, parce que s'alimenter est une exigence, ce n'est pas un acte culturel. S'alimenter d'une certaine façon est différent que s'alimenter. Il y a quelque chose de plus, même si les produits sont les mêmes. Et ce goût est parallèle à la révolution du goût dans l'art, dans la peinture, de tout ça. Et alors, dans le livre, évidemment, je ne pouvais pas trop insister sur ces choses, mais quand Catherine de Médicis arrive en France et amène ses cuisiniers en France et amène les recettes de la cuisine de l'époque des différentes régions italiennes, parce qu'il veut des cuisiniers qui viennent de régions différentes. Ou quand à Venise, on présente des réalisations en sucre au futur roi Henri III de France pour montrer, toujours au XVIe siècle, la puissance de Venise, on établit une relation entre les différentes préparations gastronomiques, qu'elles soient en sucre ou qu'elles soient dans des légumes comme les artichauts et tout ça, avec la puissance. Pour Venise, le sucre est un signe de puissance entre la richesse et le goût. Et ça fait partie de la mentalité de la Renaissance italienne. Et ça arrive en France. Et ça permet de façonner aussi la culture française, comme d'ailleurs la vie sociale française. Et là, je mets les produits, le menu de la réception à la mairie de Paris pour Catherine de Médicis. Et là, on trouve à la fois des produits. La viande était, et elle est encore aujourd'hui, l'emblème de la richesse alimentaire en France, mais on les trouve couplés, cet emblème couplé d'artichauts ou d'autres légumes qui ont une évidente origine italienne. Donc, viande plus légumes est ça fait un bon mariage Italie plus culturel. Angelina, tu voulais poser une question? Oui, alors Alberto, vous déviez toujours sur la cuisine. Je me souviens de conférences que vous avez fait à la Dante Alighieri et on n'a parlé que de ça. Et de toute façon, vous déviez toujours sur la cuisine et c'est justice. Alors, moi, vous avez dit tout à l'heure, et Laura aussi, a dit que l'image de l'Italie s'était beaucoup redimensionnée depuis la dernière guerre. Moi, je suis un produit de la dernière guerre, puisque je suis née en France de parents italiens, mais que je suis née quasiment juste après la guerre. Et moi, j'ai fait toute ma carrière avec la culture italienne et la récupération de l'Italie, puisque j'étais professeure à Paris 4 d'italien. Alors, moi, j'ai remarqué quand même qu'à part la gastronomie et l'artisanat italien, qui ont redonné leur lettre de noblesse à l'Italie et à tout ce qui est italien, il y a aussi la culture. Si on regarde par exemple, et vous le savez bien, puisque si on regarde par exemple toutes les publicités qui apparaissent, elles font référence à l'art italien. Beaucoup de publicités de produits même français font référence à l'art italien, à Fellini, à des tas de choses comme ça. Et je trouve que l'école a vraiment mis à l'honneur la culture italienne en enseignant des gens comme en disant que
Les poètes français ont souvent, les poètes français de la Renaissance, ou des débuts de la Renaissance, ont souvent puisé dans la culture italienne. Vous dites vous-même que Catherine de Médicis a apporté non seulement la gastronomie, mais les bijoux, l'esthétique italienne, et souvent les artistes italiens aussi, les architectes italiens. Moi, je trouve que l'école a vraiment mis ça à l'honneur. J'ai appris l'italien à l'école. Je suis devenue professeure d'italien grâce à l'école française et à l'université française. Et je constate aujourd'hui que la culture italienne, toutes les institutions qui l'ont portée jusqu'à maintenant démissionnent. Alors, par contre, nous, les héritiers des Italiens, des immigrés italiens, nous faisons tout ce que nous pouvons, y compris Laura, qui en est l'emblème total. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour remettre et garder cette culture italienne à l'honneur, y compris le cinéma français. Que pensez-vous de l'avenir de la culture italienne et des structures françaises qui l'ont portée jusqu'à maintenant et qui font un petit peu défaut maintenant à cause du corona, mais aussi à cause de points de vue politiques qui sont assez désastreux, parce qu'à l'heure de l'Europe, il ne faudrait pas mettre de côté ni les langues, ni la collaboration culturelle, qui est vraiment le pilier de l'Europe, quoi. Voilà. Ben, merci pour cette question. Vous avez parlé du cinéma. Moi, je pense que la culture italienne dans le domaine du cinéma aujourd'hui est très dynamique. Le cinéma italien marche bien. Le problème du cinéma italien, comme de plusieurs choses qui viennent d'Italie et en Italie, est qu'ils ne sont pas soutenus par l'État comme ça arrive à leur homologue français. Le cinéma français a une relation incroyablement dynamique avec les structures de l'État. Mon expérience personnelle m'a amené à une époque à collaborer directement avec Unifrance Film, et c'est impressionnant ce que Unifrance fait pour promouvoir le cinéma français à l'étranger. Rien de ça en Italie. Alors, il y a des films italiens, par exemple ceux de Nanni Moretti, qui sont immédiatement perçus à l'étranger, et en particulier en France, comme quelque chose d'important. Et il y a des cinémas des films, de nouveaux réalisateurs qui sont totalement ignorés à l'étranger. Un exemple, ce n'est pas du Fellini, mais c'est quand même un film sympathique, un petit film bien sympathique, celui L'île des Roses. L'île de la Rose, le titre différent selon les pays, qui est sur Netflix, sur l'expérience de ce jeune 68ard qui, il y a très longtemps, dans l'Adriatique, réalise une île artificielle en croyant créer un État indépendant. Et c'est une histoire vraie. Ensuite, l'île est détruite par la police italienne, mais il y a pendant quelque temps cette expérience emblématique. Alors, ce film récent, qui est encore aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le sur Netflix. S'il n'y avait pas eu Netflix, ce film serait totalement ignoré en dehors de l'Italie. Et comme celui-ci, il y en a une quantité. Moi, je pense par exemple à Génération 1000 euros, Génération 1000 euros, qui est une histoire de jeunes qui font des boulots précaires dans des conditions précaires, et c'est la situation de beaucoup d'Italiens d'aujourd'hui. Film totalement inconnu à l'étranger, film d'il y a quelques années, mais il y a une quantité énorme, il y a une jeune génération de réalisateurs et de comédiens italiens
qui n'arrivent pas à franchir avec leur œuvre les frontières nationales, tandis que les films équivalents français en Italie sont diffusés et connus. Donc, il y a un problème comme structurel, mais il n'y a pas un problème de crise du cinéma italien. Moi, toutes les fois que j'entends parler de crise du cinéma italien, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, ce n'est plus l'époque de Fellini ou l'époque de Rossellini. Mais il y a un grand dynamisme du jeune cinéma italien. Hein? Dans des différents domaines, l'ironie, mais aussi le film historique. Hein? Bon, un film comme Le Traître, le film justement sur la mafia, est un peu plus connu à l'étranger, mais pas beaucoup plus connu. Et c'est un film extrêmement intéressant qui mérite d'être vu sur l'histoire d'été. Mais le dernier film sur Craxi, à Mamet, qui a une interprétation splendide de Favino, comparé à Gassman pour son habileté extraordinaire de cet acteur comédien italien. Là, à Mamet, je crois, est totalement connu en France. Hein. L'histoire de Bettino Craxi, qui fait réfléchir les Italiens sur cette époque politique de Manipolite, les enquêtes main propre, tout ça. Non, le cinéma italien marche bien et c'est, comme vous dites justement, un élément fondamental de la présence culturelle italienne et de l'activité culturelle italienne, et la présence italienne à l'étranger aussi, mais il paye le prix de mille choses italiennes. Ça vaut aussi pour l'économie. La petite entreprise italienne s'est renforcée malgré le fait qu'elle ne bénéficie des aides de l'État dont bénéficie la petite entreprise française. Elle a dû se débrouiller dans des conditions plus difficiles parce que malheureusement l'État italien ne soutient pas comme l'État français certaines activités économiques, soit dans la culture ou dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, on pourrait évidemment faire l'analyse de la situation secteur par secteur. Par exemple, dans le secteur de la musique, il y a aujourd'hui un dynamisme italien, tout ça. On le voit à Sanremo en ce moment. Sanremo, voilà. La grande tradition italienne de la chanson italienne, Sanremo. Exactement, cette semaine, et dans le livre dont le titre français est Ti amo Francia et dont le titre italien, je vous montre l'édition italienne che gli italiani che hanno fatto la Francia. Et dans ce livre, je parle de Sanremo au sujet d'une Italienne de France qui était née en Égypte et qui était Dalida. Là aussi, il y a des Français qui ne savent pas que Dalida était calabraise comme famille et comme origine. Il y a cette saga des Italiens d'Égypte, l'émigration italienne en Égypte entre le 19e, la fin du 19e et le début du 20e siècle, toute la première moitié du 20e siècle. Cette émigration d'Italiens en Égypte était une immigration d'élite. C'était une immigration qui la famille de Dalida était une famille de tailleurs, mais il y avait pas mal d'enseignants de différents niveaux d'enseignement italiens qui allaient vers l'Égypte pour des raisons politiques. Parce qu'il y a eu, à la fin du 19e siècle, de grandes protestations et il y avait des personnes qui militaient dans cette mouvance de la gauche radicale italienne et qui ensuite ont été pratiquement obligés à choisir le chemin, à prendre le chemin de l'exil. Et ceux qui ont choisi d'aller à Alexandrie, c'était des familles qui se sont organisées là-bas dans des communautés italiennes qui ont gardé vivantes
la langue italienne et avec la langue française. Et, et ensuite, quand l'histoire égyptienne dans les années 50, 60, 70 du siècle dernier, du XXe siècle, est devenue, a changé, il y a eu de situations plus difficiles, ont migré d'Égypte à la France. Donc, ces personnes sont arrivées en France avec une forte identité culturelle italienne que ces familles ont gardé génération après génération. Et Albert, on va peut-être répondre aussi à la question de Massimo et puis d'Angélique. Donc, Massimo, tu peux poser ta question directement si tu veux. Merci. Allume ton micro. Massimo. Voilà, merci. Monsieur Toscano, bonjour. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Je voulais poser une question en français, à savoir pourquoi les enfants nés des dernières immigrations nord-africaines, par exemple, qui sont arrivés en France et qui sont français, ne s'intègrent pas si bien que ceux nés des immigrations européennes, à savoir les nôtres, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, au XXe siècle. Eh ben, c'est une question très difficile qui n'est pas l'objet direct de mes études, parce que moi, je préfère mettre les choses en positif. Et je préfère dire les Italiens migrants en France ont réussi, plutôt que dire les autres n'ont pas réussi pour ça. Les temps ne sont plus les mêmes. L'époque n'est pas la même. Une chose était arrivée en France quand la France avait besoin de main-d'œuvre. Les Italiens qui arrivent en France, une grande partie de l'immigration italienne en France est après la Première Guerre mondiale. La France avait absolument besoin de main-d'œuvre, au point qu'il y a eu des organisations patronales françaises qui ont organisé l'arrivée d'Italiens vers la France. Ensuite, ces Italiens étaient malgré tout objet de discrimination, voire d'ironie à l'école et tout ça. Ils étaient appelés par des noms qu'on sait, macaroni et tout ça. Mais ils ont été appelés par la France et par les organisations françaises et il y avait besoin de main-d'œuvre. Il y avait immédiatement de l'emploi. Toute l'agriculture de la France du sud-ouest a été relancée par les Italiens, par les migrants italiens. Et il y a je ne sais pas si le temps, on a je peux parler tranquillement ou il y a des délais très stricts à respecter? Il n'y a aucun délai. Ah, alors je parle tranquillement. Ok, bella chiacchierata. Alors, il y a une chose extraordinaire qui est une enquête qui a été faite en 1929-1930 par l'hebdomadaire français L'Illustration sur la population de la France. L'Illustration a envoyé son meilleur intellectuel journaliste. Les deux choses ne vont pas toujours ensemble, elles vont plutôt rarement ensemble. Mais dans le cas spécifique, c'était un excellent intellectuel qui en plus était un journaliste. Réaliser un reportage dans tous les départements français. La publication de cette enquête a duré pendant plus que 2 ans. Et dans cette enquête, on peut lire que, par exemple, les étudiants fils d'immigrants italiens à l'école étaient parmi les meilleurs élèves à l'école primaire, les meilleurs élèves, ceux qui voulaient étudier mieux et plus le français et tout ce qu'on pouvait étudier en français, et que dans les départements comme le Gers, l'agriculture française tout entière a été sauvée et relancée par les migrants italiens.
Donc, dans l'agriculture, dans les mines, évidemment, on le sait bien, en Alsace, mais surtout en Lorraine, et l'économie française a été sauvée par les migrants italiens. Donc, la différence entre aujourd'hui et certaines époques historiques est qu'aujourd'hui, par contre, les migrants qui arrivent trouvent un environnement hostile parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de chômage. Et à l'époque, il y avait un problème de manque de bras. Et en plus, il y a des choses que nous savons tous et qu'on manie avec précaution, parce qu'on connaît quels sont les liens avec la politique actuelle. Mais évidemment, une chose est un migrant qui arrive étant blanc et catholique, et une chose est un migrant qui arrive étant et musulman. Donc, il y a deux considérations objectives qui rendent l'immigration actuelle difficilement comparable à l'histoire de la migration italienne. Et il y a ensuite une chose qu'il faut dire, est que le migrant italien qui arrivait en France voulait s'intégrer. Voulait. Et les migrants d'une époque plus récente veulent, par contre, garder, pas tous, mais il y en a, qui veulent garder une identité qui, évidemment, rend plus difficile l'intégration. Et il y a des conditions différentes, mais ça n'empêche pas de prendre et d'étudier l'exemple italien en le considérant comme un chapitre important de l'histoire européenne. Et je vois un monsieur qui lève sa main. Oui, moi je suis d'origine algérienne et j'aimerais intervenir sur cette question. Il y a eu une manipulation de la population nord-africaine en France dans les années 80. Monsieur Alberto, donc vous devez connaître cette période-là, l'époque de SOS Racisme. Avant SOS Racisme, dans les années 70, cette population faisait l'objet de beaucoup de violences, y compris des assassinats, avec un silence total des médias. Il y a eu une manifestation des Maghrébins de France à l'époque qui sont partis du sud de Paris, et à la fin de cette manifestation, le pouvoir socialiste de l'époque, à l'époque de Mitterrand, a créé SOS Racisme pour répondre à la question des immigrants nord-africains. Et qu'a-t-il mis à la tête d'SOS Racisme? Harlem Désir, qui n'a rien à voir avec cette population. Moi, je ne veux pas différencier les racismes. Un racisme est un racisme, peu importe. Sauf que le slogan d'SOS Racisme à l'époque, c'était « Vivons ensemble avec nos différences », ce qui était l'objectif inverse de ce que voulait cette population. C'était des Français, fils d'Algériens ou de Marocains ou de Tunisiens, qui ne parlaient que le français et qui voulaient vivre en France et réussir en France. On leur a dit « Ah non, vous pouvez manger du couscous, vous pouvez apprendre l'arabe, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez prier comme vous voulez, vous êtes chez vous. » C'était totalement faux comme système. Le résultat, 20 ans après, c'est des demandes de mosquées, des demandes de s'habiller comme on veut, avec le voile, etc., etc., ce qui a fait qu'il y a eu une sorte de distanciation sociale avant le Covid, qui a fait de cette population une population rejetée, parfois à juste titre. Deuxième point, avant, dans les banlieues françaises, il y avait le Parti communiste qui pouvait réunir tous les pauvres de la société, qu'ils soient d'origine italienne, espagnole, portugaise, maghrébine, etc., ou française de souche. Avec l'éviction des Blancs, j'appelle les Blancs, c'est les Européens, les non-africains,
Il ne restait plus que les Africains noirs et les Nord-Africains. Entre eux, dans cette population, l'absence du Parti communiste a été remplacée par l'islamisme, qui s'est accaparé le slogan des SOS Racisme, puisque vous voulez qu'on vive différemment, eh bien, on va vivre différemment et à distance de la société française. Comment voulez-vous qu'un jeune de 13 ou 14 ans, on vienne à l'école et on lui dise, on t'emmène un professeur algérien qui va t'apprendre l'arabe, lui qui ne connaît que le français, si ce n'est pas une sorte de séparation voulue par l'État. Et le résultat, aujourd'hui, c'est qu'au lieu de donner, même Macron, il parle de faire apprendre les langues d'origine, mais ils n'ont jamais demandé ça. Ils n'ont jamais demandé ça. Ni les Italiens avant, les jeunes, quand on a 10-15 ans, on n'a pas envie d'apparaître différent des autres, ni en aspect physique, ni en habillement, ni dans la langue. Même les accents, on veut les cacher. Et là, l'État nous dit il faut apprendre les langues d'origine. Mais on n'en a pas besoin. On a besoin d'apprendre plus de français, d'apprendre des mathématiques, des sciences, réussir, passer le bac, aller en classe prépa, etc. Il y a un manque de culture. Effectivement, là, je rejoins Alberto quand il disait que les Italiens voulaient réussir, etc. Il y a un côté où les Maghrébins se contentent de peu. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans des bidonvilles, après dans des HLM, et les enfants devaient remplacer les parents dans les usines. Donc, il ne fallait pas aller au-delà de la 3e. Et petit à petit, le problème, c'est les exemples. Aujourd'hui, les exemples pour les Maghrébins, c'est les footballeurs, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais on ne leur donne pas l'exemple de médecins, de chercheurs, de professeurs, etc., qui sont de la même origine qu'eux. Il n'y a pas de visibilité et il n'y a pas de quoi être fier de l'image du Maghrébin en France. À part footballeurs ou dealers de drogue, il n'y en a pas. On ne les voit pas. Donc, c'est ça qu'il y a un manque d'image positive. Les Italiens, au début, étaient mal vus, mais petit à petit, il y a eu des footballeurs. On a parlé tout à l'heure de la mafia, mais le problème des idées reçues, c'est des gens qui ont une petite culture. L'Italie, c'est spaghetti mafia. Les Maghrébins sont XY. Les Anglais, c'est le roast beef, etc. Donc, ça, c'est la petite culture. Les gens qui sont cultivés, qu'ils soient d'origine italienne, américaine ou chinoise, etc., arrivent toujours à s'entendre. C'est les gens qui n'ont aucune culture, qui ne connaissent pas l'autre et qui ne vont pas vers l'autre, qui restent enfermés dans leurs idées préconçues et qui ne changent pas d'avis. Moi, je vis en France depuis une 40aine d'années. Je peux vous garantir que j'ai changé totalement, tout en restant algérien. C'est-à-dire que ça ne change rien à ma culture d'origine, mais ça ne m'empêche pas d'acquérir la culture des autres. Et après le français et l'arabe et le berbère, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'apprends l'italien au Centre culturel italien pour apprendre encore plus de choses. Donc, il y a effectivement un problème, mais je crois que la société, d'une part, c'est difficile de dire à quelqu'un « je t'aime » si l'autre dit « je ne t'aime pas ». C'est très difficile. Donc, il faut aller vers l'autre. C'est très compliqué, effectivement. Mais c'est vrai que toute ouverture vers l'autre, ça peut être que richesse culturelle. Richesse pour tout le monde, c'est réciproque. C'est-à-dire on est toujours gagnant à connaître l'autre. Le problème, c'est qu'on est dans une société actuellement où c'est plus facile de vendre une information négative qu'une information positive. Il est plus facile de parler d'un dealer parce que c'est un phénomène de société négatif que dire, tiens, aujourd'hui, on va vous montrer tel type qui est d'origine algérienne et qui est médecin et qui est cancérologue, etc. On vend mal ce genre d'informations. Par contre, l'inverse, oui. Je pense que vous avez raison et que vous avez dit des choses
très intéressantes. Je les ai écoutées avec grand plaisir. Pour revenir au lien avec la migration italienne, effectivement, l'une des choses que vous avez dit m'interroge, mais elle me trouve tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire les Italiens ont même, ce n'est pas vos mots, mais c'est le concept, ont coupé certains liens culturels pour mieux s'intégrer. La langue, vous avez fait l'exemple de la langue, c'est vrai, le migrant italien, la famille de migrants italiens qui arrivaient en France, empêchait aux enfants d'apprendre l'italien, de garder l'italien. La famille de migrants italiens qui arrivait en France ne parlait pas l'italien, parlait le dialecte, la langue régionale. Oui. Hein? C'est une langue, le dialecte italien. Le sicilien. Dire que le sicilien dialecte est ridicule. Le sicilien a une langue. Hein? Le napolitain a une langue. Hein? Le vénitien a une langue. D'ailleurs, Goldoni a écrit en vénitien et en français. C'est des langues. Donc, les migrants italiens en France, qui arrivaient en France ou ailleurs, mais dans les cas spécifiques de la France, on coupait plus volontiers et avec plus de détermination certains liens avec la terre d'origine parce que l'intégration était plus facile. La structure de l'école publique était une structure faite pour intégrer, était une machine à intégrer. Donc, Pardon, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une idée reçue de penser que l'immigration maghrébine a maintenu un lien linguistique avec son pays d'origine. D'abord, la plupart des Maghrébins de France qui sont venus les premiers dans les années 20, etc., n'étaient pas arabophones. La plupart étaient berbérophones et assez rapidement, ils ont appris le français et ils ont appris à leurs enfants le français. Il y a 95% des enfants qui sont nés en France qui ne parlent pas la langue d'origine, mais ils baragouinent. Et c'est justement, ce sont les 30 dernières années où ils sont revenus vers les langues d'origine avec comme poison l'islamisation. Non, mais je suis d'accord avec vous sur ça. Et vous avez dit aussi une chose que je trouve très intéressante, cette comparaison qui doit être prise avec attention, avec précaution, mais qui est intéressante entre le Parti communiste d'autrefois et l'islamisme d'aujourd'hui. Évidemment, on parle de choses totalement différentes entre elles. Oui, oui, oui. Mais il y a un trait commun. Et ça nous ramène à la République romaine, pas la République romaine qui a été étouffée dans le sang par les troupes de Napoléon, pardon, de Louis-Napoléon, c'était pas encore Napoléon III, en 1849, mais la République romaine des Romains d'autrefois, de la Rome ancienne. Parce que il y a une figure institutionnelle qu'on connaît mal dans les Romains de l'époque, et c'est le tribune de la plèbe. Comment est-ce qu'on dit? Tribune de la plèbe. Tribune de la plèbe. Oui. Qui n'avait pas un pouvoir de gouvernement, mais qui avait un pouvoir de dénonciation, de mise en garde. Presque un pouvoir de prophète, dans le sens que le prophète dans la Bible est un lanceur d'alerte, comme le dit Marek Alter dans son dernier livre, un lanceur d'alerte. Le tribune de la plèbe était un lanceur d'alerte et en même temps, il défendait les droits des plus faibles. Donc, les partis communistes occidentaux ont bien marché tant qu'ils ont été des tribunes de la plèbe. Quand sont entrés dans le jeu du pouvoir, ils ont changé. Et évidemment, il y a eu d'autres changements historiques, la chute du mur de Berlin et beaucoup d'autres choses. Mais
le rôle, il y a comme besoin d'une figure qui fasse, qui devant la force des pouvoirs politiques et économiques établis, puisse dire et non, ça ne va pas. Ce rôle qui a été un rôle de certaines organisations syndicales et politiques, notamment de la gauche radicale, a changé de nature quand est passé dans les mains d'organisations, comme vous dites, de l'extrémisme islamique. Parce qu'eux, ils ont toute autre finalité. Oui. Elles ne veulent pas lancer des alertes. Elles veulent changer complètement un système. Oui. Et qui plus est, en recourant parfois à la violence. Donc, c'est tout autre chose. Donc, votre comparaison Parti communiste et islamisme s'arrête là. Non, je ne compare pas. Je n'ai pas comparé. Je disais que l'effondrement du Parti communiste dans les banlieues a laissé un vide qui a été comblé par des organisations islamistes, là où le Parti communiste pouvait réunir tout le monde, quelle que soit l'origine. Les islamistes, c'est seulement ceux qui sont d'origine musulmane et parfois des gens d'origine européenne qui n'étaient pas d'origine musulmane, qui passent directement de non-musulmans à islamistes, pas musulmans, parce que devenir musulman, c'est louable ou c'est appréciable. Tout est clair. Directement. Donc, et on sait que ce sont des organisations politiques, et c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas résoudre un problème politique avec des réponses religieuses. L'islamisme est un phénomène politique. Le point que je voulais souligner est justement l'élément du vide qui est laissé et que certains d'autres essaient de remplir. Parfaitement d'accord. Grazie. Grazie a lei. Grazie Fares. Alors, on va peut-être maintenant répondre à la question que voulait poser Angélique sur comment on voit Napoléon aujourd'hui. C'est bien ça, Angélique? Oui, tout à fait. Pour revenir un peu plus, on va dire, dans le livre, c'était très intéressant, mais bon, le temps passe. Donc, bon, moi, j'ai été assez intéressée par tout le rôle de Napoléon que vous développez dans votre livre. Et j'aimerais savoir aujourd'hui comment il est perçu en Italie, à l'heure où en France, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, notamment sur toutes les, on va dire, enfin, tout le côté négatif de Napoléon, quoi, l'esclavage, les guerres, la mort des gens, etc. Et en Italie, bon, il a fait aussi beaucoup de choses pas bien, pour simplifier. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui comment les Italiens le perçoivent, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça. Alors, merci. Merci à vous. Napoléon est perçu d'une façon presque schizophrénique par les Italiens. Et il y a ces deux éléments qui cohabitent dans la peau d'un seul personnage historique. Et l'emblème de la difficulté italienne de donner un jugement sur Napoléon est dans les poèmes que Alessandro Manzoni écrit entre guillemets en 5 minutes, très rapidement, à la mort, quand il a en 1821 l'information de la mort de Napoléon. Et il écrit le poème le 5 mai. Vous savez, il y a une chose sur Napoléon que les Italiens connaissent beaucoup mieux que les Français, paradoxalement, et c'est le jour exact de sa mort. Justement à cause de ce célébrissime poème, le 5 mai, écrit par Manzoni, que tous les écoliers italiens apprennent. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils l'apprennent vraiment? Parce que je me suis posé la question.
Je confirme, on l'a tous compris. Ils apprennent justement, ils l'apprennent à l'école, Ok. et il faut aussi quand même mobile, mais ils gardent dans leur mémoire la phrase finale, ai posteri l'ardua sentenza, qui résume l'impossibilité de répondre de façon très claire à votre question. Une possibilité depuis 2 siècles, parce qu'on est en train de célébrer les 2 siècles de la mort de Napoléon. Ai posteri l'ardua sentenza, c'est-à-dire donner un jugement est tellement compliqué pour un Italien, donner un jugement sur la personnalité de Napoléon, que nous, on laisse à ceux qui viendront après la charge de donner cette réponse. Alors, depuis 2 siècles, les Italiens continuent de dire que les autres se débrouillent, les prochains, à répondre à cette question qui est tellement compliquée. Au-delà de celle qui peut paraître une boutade et qui en partie est une boutade, la question est dans la duplicité, la difficulté de répondre à la question, et dans la duplicité extrême du personnage de Napoléon Bonaparte du point de vue italien. Tout d'abord à cause de l'origine de Napoléon. 1769 à Ajaccio, mais sa famille, la Corse, était génoise, donc italienne, jusqu'à quelques ans plus tôt. Né français de justesse. Quand il arrive à Paris pour fréquenter l'école militaire, l'académie, il a 9 ans et il parle très mal le français. Ses copains de cours se moquent de lui exactement comme il se moque en Val-de-Marne des fils d'immigrants italiens, parce qu'il parle le français comme les fils d'un migrant italien qui arrive de Romagne à Nogent-sur-Marne, hein, ou d'Émilie à Nogent-sur-Marne. Donc, c'est l'origine même de la famille Bonaparte, avec en plus cet élément du lien au nationalisme corse. Et d'ailleurs, le même Napoléon, hein, à un certain moment il est déjà officier quand il envisage de devenir lui-même un militant du nationalisme corse. Donc il y a cet élément de famille. Mais il y a surtout le fait que quand le général Bonaparte arrive en Italie à la tête du corps expéditionnaire français, de l'armée française, dans la première campagne d'Italie, il représente en même temps le libérateur et l'occupant. Et vous ne savez pas où le libérateur finit et où l'occupant commence. Il est les 2 choses ensemble. Il est libérateur parce qu'il amène dans ses bagages les idées de la liberté. Et l'Italie ne sera plus la même. On a beau dire la restauration. Il n'y a aucune restauration. Et oui, il y a physiquement et théoriquement une restauration. Mais l'Italie ne pourra plus jamais revenir celle qui était avant l'arrivée de Napoléon. Donc, Napoléon change profondément l'Italie. Il la change à 1000 choses, parce qu'il amène le code pénal, le code civil, il amène l'organisation. Il faut penser que l'Italie était, excepté les îles, parce que les Français de Napoléon n'ont jamais occupé la Sicile et la Sardaigne. Mais l'Italie était totalement française. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'insiste, j'ai fait un chapitre, et je tenais beaucoup à ce chapitre, sur les Italiens de la campagne de Russie,
en 1812. Et là, il y a le 10% de la campagne de Russie, il y avait entre 500 et 600 000 militaires de l'armée française. Au moins le 10% étaient italiens. Donc, il y a eu au moins le 10% de morts, compte tenu qu'il y a une énorme quantité de morts et de prisonniers de cette armée française. Ça veut dire que des dizaines de milliers d'Italiens sont morts pour la France en Russie, dans la campagne de Napoléon. Les normes pour l'engagement de le service militaire étaient en Italie exactement les mêmes qu'en France, dans le sens que si vous prenez toute la partie ouest de l'Italie, Turin, mais aussi Florence, mais aussi Rome. Rome faisait partie en 1812 de l'Empire français, exactement comme Nantes ou Bourg-en-Bresse. C'était France. Donc, l'engagement d'un soldat était la partie est, Milan, était centre-est, c'était le royaume d'Italie, dont le même Napoléon était roi, couronné roi. N'oubliez pas le sud, Naples. Giuseppe Napoleone était roi de Naples et Joachim Murat à l'époque. Si vous me laissez terminer, je ne peux pas. Sud, le royaume de Naples, le roi est en 1812 Joachim Murat, qui a un rôle fondamental comme chef de la chevalerie pendant la campagne de Russie et pendant les autres campagnes napoléoniennes. Donc, il y a aussi à Naples, les règles de l'engagement sont pratiquement les mêmes. Donc, dans l'ensemble de la péninsule italienne, les jeunes participent à l'effort militaire napoléonien exactement comme les Français. Donc, il y a cette duplicité d'éléments dans le jugement des Italiens par rapport à Napoléon. D'un côté, les idées de liberté, mais de l'autre côté, le tribut de sang qui était donné pour Napoléon par les jeunes générations et cet élément de l'occupation qui est parfois dictatorial, c'est-à-dire le porteur de la liberté, de démocratie et en même temps l'exécuteur de règles d'oppression autoritaire qui arrivent au pillage de richesses italiennes. Et d'ailleurs, j'essaie de dire dans le livre une chose qui a provoqué quelques polémiques de la part de quelques lecteurs sur le fait que je trouve sincèrement injuste le fait qu'une œuvre d'art volée par le dit Napoléon Bonaparte soit encore en France aujourd'hui au musée de Louvre, exactement devant la Joconde et c'est les noces de Cannes de Véronèse. C'est injuste. Et toutes les justifications qui ont été, les nombreuses justifications d'ordre différent, parce qu'il y a ceux qui disent c'est trop grand pour être transporté. Bon, merci beaucoup. Véronèse a peint les noces de Cannes pour une précise église et une place précise dans une église de Venise, où aujourd'hui il y a une copie. Et c'est absurde que l'original. Et l'autre justification est qu'il y a eu un échange de tableaux faits par les Autrichiens qui dominaient Venise à l'époque. Ça ne tient pas 5 minutes, ces justifications, vis-à-vis de... Et il y a ceux qui disent, mais l'art n'a pas de frontières. Bien sûr que l'art n'a pas de frontières. Mais quand il s'agissait justement
justement d'obtenir que toutes les œuvres pillées par les nazis reviennent en France, les Français ont justement exigé ça. Or, Napoléon, ce n'est pas Hitler, bien sûr, mais une œuvre qui se trouve injustement dans un autre pays, logiquement, doit revenir à sa place. Mais passons sur la polémique parce que ça laisse le temps qu'il trouve, ce n'est pas important ça. Je parlais de Nostecane pour parler de la spoliation de certains biens culturels italiens de la part de Napoléon, qui est le symbole de l'aspect mauvais de la présence napoléonienne en Italie. Mais je termine en disant que cette année et à ce moment, à l'occasion de 200 ans de la mort de Napoléon, en Italie, il y a une émotion et il y aura des initiatives. On ne sait pas si la situation de la pandémie permettra de réaliser toutes les initiatives qui ont été prévues, mais il y a une certaine effervescence d'initiatives dont la presse italienne prendra le relais sans aucun doute. Donc, oui, Napoléon est vu avec beaucoup d'émotion en Italie encore 200 ans après sa mort. Et donc, voilà. Mais la réponse est compliquée. Est-ce que je peux vous donner mon idée? Avec plaisir. Je peux rentrer en conversation? Oui, allez-y, rapidement. Alors, je vous donne l'idée de comme nous voyons Napoléon dans le sud d'Italie. Parce que moi, je suis calabrais. Et alors, nous, on se rappelle de... Calabrese di dove? Calabrese di dove? Di Cerchiara di Calabria, Sibari. Ah, ho capito. Conosce? La piana di Sibari. Alors, nous, on se rappelle de Napoléon parce que quand les Français sont venus dans le sud d'Italie, donc dans le royaume de Naples, il a aboli la féodalité et il a aboli les ordres religieux. Et en plus, c'était l'époque où les communes surgeaient et il a ordonné de construire les cimetières en dehors des villages. 3 choses en passant. Vous connaissez? Vous savez certainement ces choses-là. Mais nous, on n'a pas une idée de Napoléon directement parce que dans le sud d'Italie, ils sont venus, et il est venu son frère, donc Giuseppe Napoleone, et aussi Joachim Murat, qui était le roi de Naples. Et qui a changé l'Italie du Sud. Comment? Et qui a changé l'Italie du Sud, qui a un personnage extraordinaire. Oui. Phénoménal. Moi, je suis... Nous, on aime bien Joachim Murat, même s'il a été fusillé ici en Calabre et le village de Pizzo a demandé pardon pour ce meurtre, que c'était un meurtre pour des raisons de guerre, disons. Si je peux ajouter une toute petite chose, il y a aussi des souvenirs qui ne sont pas forcément des plus beaux en rapport à Napoléon, parce que toujours en Calabre, tout près des Diamantes, il y a une ville qui a été complètement rasée au sol, où il y a encore des restes de la ville telle qu'elle était. Oui. Et c'était grâce à Napoléon qu'elle a été rasée au sol. Donc, les gens du coin, ils se rappellent de Napoléon, mais pas dans les meilleurs souvenirs. Grâce à Napoléon, mais c'était les Anglais qui ont bombardé ce village. Cirella. Oui. Fidèle, il était fidèle à l'accord avec les Français. Alors, les Anglais, ils l'ont bombardé de la mer, ils l'ont canonisé de la mer et ils l'ont... Ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté tel quel et on peut le visiter, c'est très impressionnant. Oui, les Anglais contrôlaient la Sicile. Les Anglais étaient en Sicile et donc ça n'a pas été
les Français n'ont jamais pu débarquer en Sicile et le même Napoléon, quand Murat imaginait de débarquer en Sicile, a empêché parce que seulement augmenter la tension avec les Anglais. Mais effectivement, l'épisode du bombardement est un épisode qui a marqué cette période. Et qui reste encore, hein? Les ruines restent encore. Mais Napoléon, la période napoléonienne nous a laissé encore un mot qui est très fréquent en Calabre, qui sont les brigands. C'est vrai. Les brigands, c'est un terme français. Et alors, les soldats français, ils étaient habitués à combattre, faire vraiment des combats de guerre. Et en combattant les Calabrais, qui étaient des paysans qui se cachaient dans le bois, ils les appelaient des brigands, ces foutus brigands qui ne veulent pas combattre, mais ils font seulement des attendants. Et ce mot a été utilisé aussi par la presse napolitaine, parce que parmi les choses qui ont été apportées par les Français à cette époque, il y a eu ce moment de liberté de la presse à Naples qui a coïncidé avec la révolution napolitaine de 1799. Oui. Et ça, effectivement, les journaux napolitains utilisaient ce terme de brigand, même si le brigantage, à ce moment, le brigantage de la guérilla, oui, c'était des guerriers, c'était des Che Guevara, était surtout dans les Abruzzes. Hein. Là, ça a été beaucoup plus fort à l'époque de Joachim Murat contre la présence française. Et il faut dire que l'Église encourageait les structures de l'Église en Calabre et dans les Abruzzes, encourageaient cette forme de rébellion anti-française. Mais Joachim Murat a aussi refait la ville de Bari. Si on va à Bari aujourd'hui, il y a le quartier Murat. La présence, ça a été un grand bâtisseur et ça a été un personnage romanesque aussi pour la force de sa contradiction, parce que lui, la contradiction entre les deux éléments de Napoléon, les a vécus sur sa peau. Il ne faut jamais oublier que Murat choisit de se mettre, après que Napoléon part à l'île d'Elbe, Murat garde le pouvoir à Naples en s'alliant avec les Autrichiens. Donc, il accepte le compromis mortel, il trahit quelque part. Il reste au pouvoir à Naples quand Napoléon est à l'île d'Elbe. Mais il paye un prix pour ça. Et il y a un débat entre lui et une polémique entre Murat et les autres généraux de Bonaparte, certains des autres généraux de Bonaparte. Murat, c'est un personnage incroyable, extraordinaire, et la proclamation de Rimini de Murat est un acte quand il remonte et retourne avec allié de son beau-frère, et Napoléon, pendant les 5 jours, retrouve le pouvoir, et Murat revient avec lui, et avant la bataille de Tolentino, qui le voit perdre contre ses ex-alliés autrichiens, il fait cette proclamation de Rimini, qui est un texte formidable pour l'unité de l'Italie, pour encourager les Italiens à retrouver leur unité dans les valeurs de la nation italienne. Et c'est un personnage, moi je suis très, très sensible à Murat, mais je vois que je ne suis pas le seul. Je suis heureux que vous soyez, que vous partagez cette tendresse. Je vais vous dire encore une autre chose. Et à Pizzo, tous les 2 ans, ils font une réévocation historique de Murat. Et il y a les descendants de Murat qui viennent présencier à
l'évocation historique. La Bon, bah, princesse il faudra que la prochaine fois vous veniez à Pizzo. Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Est-ce que je peux dire quelque chose Oui, bien encore? sûr, Angélique. Oui, je peux. Moi, je voulais vous dire, Monsieur Toscano, vous avez parlé beaucoup de la culture qui lie la France et l'Italie. Je crois aussi qu'il y a beaucoup les guerres, entre les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, où il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus dans la résistance et qui ont, par exemple, vous expliquez dans le Midi, qui ont protégé les Juifs contrairement à ce que les Allemands demandaient. Donc, je pense que moi, dans votre livre, je trouve qu'il y a une énorme partie justement autour des guerres qui lie les Français et les Italiens. Oui, merci pour cette question. Évidemment, on pense, entre autres, aux guerres, celles que les Italiens appellent la Seconda Guerra d'indépendance, 1859. Dans toutes les villes françaises, il y a une rue Solferino, une place Solferino, Solferino, un boulevard Magenta, une rue Magenta, une place Magenta, une rue Palestre, une place Palestre, dont les souvenirs de la guerre de 1859 sont gravés dans les villes et dans les villages de la France entière. Mais la Première Guerre mondiale, pour moi, ça a été ce personnage de Lazzaro Ponticelli, qui arrive à l'âge de 9 ans de Bettola en Émilie-Romagne à la Val-de-Marne. Moi, j'avoue que j'étais un peu énervé quand Nicolas Sarkozy a célébré la mort du dernier des poilus, sans dire qu'il était italien quand il a combattu la Première Guerre mondiale. Parce qu'il a eu la nationalité française beaucoup plus tard. C'était un migrant italien qui s'était engagé volontaire dans la Légion étrangère française. Et en tant que tel, il s'est battu pour la France en 1914 et 1915. Et ensuite, vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est une époque où il y a énormément d'Italiens en France, à titre différent. Et il y a une quantité énorme d'expériences personnelles là, vraiment, il y a une injustice à réparer par rapport à ce que ces Italiens, ou fils d'Italiens, ont fait en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a à la fois les fils d'ouvriers qui s'engagent dans la résistance française et qui, dans beaucoup de cas, meurent, fusillés, et c'est des fils d'immigrés de familles communistes. Et ensuite, il y a le cas très particulier, unique, de militaires occupants italiens qui sauvent les Juifs. Si vous allez aujourd'hui à Saint-Martin-Vesubie, vous trouvez une plaque qui rend hommage à l'armée d'occupation italienne. C'est une dimension devenue fou furieux. Comment est-ce qu'on peut rendre hommage à une armée d'occupation? Et cette plaque a été posée suite à une collaboration entre l'administration locale et des organisations juives. Parce que la partie de la France qui est l'occupation italienne de 10 départements français du sud-est, dont l'Isère, les Alpes-Maritimes, le Var et d'autres. 10 départements, c'est légèrement inexact parce que le département à l'époque n'était pas exactement comme aujourd'hui. Mais enfin, ça rend l'idée.
Cette occupation commence en novembre 1942 et se termine en septembre 1943. En novembre 1942, Hitler, au débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc, décide qu'il n'y aura plus de zone libre telle qu'elle avait été prévue par le traité de juin 1940, dont la France entière sera occupée et la France du sud-est est occupée justement par les Italiens. Et c'est là que ces troupes italiennes, qui sont des troupes de montagne, des Alpini, empêchent que le juif soit arrêté par les vichistes pour être livré aux Allemands et déporté en Allemagne et en Pologne. Donc, il y a cette chose absurde, comme quoi des occupants empêchent des Français d'arrêter des Juifs étrangers, mais aussi français. Alors là, il y a la grande polémique, qui est une polémique franco-française, mais dont moi, je ne parle pas dans mon livre, sauf une phrase, c'est-à-dire, est-ce que Vichy, la polémique de Zemmour, pour s'entendre, hein? Zemmour dit, mais Vichy a sauvé des Juifs français parce qu'il a capturé et déporté des Juifs immigrés en France, des Juifs étrangers. À part qu'une partie de ces Juifs étrangers avaient obtenu la nationalité française. Mais ce n'est pas vrai que Vichy a capturé, comme vous savez mieux que moi, capturé seulement des Juifs étrangers. C'est vrai que les Juifs déportés étaient surtout des Juifs étrangers, mais pas que des Juifs étrangers. Aussi, les Juifs français ont été. Or, ces Juifs français et étrangers ont été protégés par les Italiens. Par les occupants italiens. Et la preuve est Simone Veil. La preuve est Badinter, Robert Badinter. Les preuves sont nombreuses. Et donc, il y a eu cette situation particulière qui est très peu connue, très peu connue, à la fois par les Français et par les Italiens. Et je trouve que c'était juste, et j'ai eu une petite satisfaction personnelle parce qu'il y a un personnage qui est le général Castiglioni, qui était l'occupant italien de Grenoble. Et je ne dis pas que c'est un scoop, parce qu'au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble, on expose la lettre du général Castiglioni au préfet vichiste de Grenoble pour dire « stop la persécution des Juifs ». Mais cette lettre était là, exposée, et on ne connaissait pas l'histoire de ce personnage. Donc, ma satisfaction personnelle, ayant vu, disons la vérité par hasard, cette lettre en visitant le musée de Grenoble, j'ai écrit déjà il y a une quinzaine d'années, un article dans la presse italienne et on a commencé à parler du général Castiglioni. Donc, je suis heureux d'avoir contribué à faire parler de cette histoire et de ce personnage parce que c'est une belle histoire. Et en présentant le livre à Grenoble, à Grenoble, je n'ai pas présenté ce livre, un autre livre, mais j'ai connu des personnes qui m'ont raconté, parlé de cette histoire. Et par contre, en présentant ce livre à Toulon, j'ai rencontré des personnes, fils de militaires italiens, qui avaient été occupants, contribué à sauver les Juifs en tant qu'occupants, qui, à l'arrivée des Allemands en septembre 1943, sont entrés dans la résistance française et qui ensuite se sont établis en France. Et dont les fils de ces ex-militaires italiens sont parfaitement français, mais qui m'ont raconté l'histoire de leur famille et ça m'a fait grand plaisir. Merci. C'est vraiment passionnant. Merci. Passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais simplement aussi vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre
Et Merci. j'ai tout à fait, moi, ma mère est arrivée en Italie en 1934 avec ses parents, elle avait 12 ans. Et j'ai bien retrouvé toute l'histoire de ma famille, les caractéristiques, l'envie de travailler, les enfants qui doivent absolument faire des études, etc. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Et espérons que la mémoire des migrants italiens en France ne soit pas perdue. Voilà. Non, Non. non, non, ne vous inquiétez pas. On y travaille. Parfois, il y a des questions qui... Ah, merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, Merci. j'ai lu ce livre. Je n'ai pas encore lu le livre Ti amo Francia, mais je le ferai. En tous les cas, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un très grand plaisir de vous écouter et d'écouter les différents participants. C'était un débat très intéressant. Je m'excuse d'avoir été un peu véhément parce que c'est un sujet qui me passionne. Vous avez dit pas des du tout, choses, pas du tout. Et Non, donc, non, vous avez dit des choses extrêmement intéressantes. Et vous tous, hein. Je vous remercie, vous tous. C'était vraiment agréable de dialoguer avec vous. merci Et beaucoup. j'espère que Laura va organiser encore d'autres. Oui, Ben, vous avec avez plaisir. Moi, je inauguré, suis à disposition. Alberto, vous avez inauguré une série de conférences. La culture italienne s'invite chez vous. On va en faire d'autres. Vous serez invité si vous voulez participer aussi, avec grand plaisir. Grazie, Aussi bien volentieri. que tout le monde qui a été présent aujourd'hui et tous les autres aussi. Vraiment, Alberto, merci beaucoup. Votre livre Arrivederci. est vraiment Grazie a Arrivederci. tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, Arrivederci, Alberto. Alla Alberto. Ciao. prossima. Alla Arrivederci. prossima. De toute façon, vous m'avez donné envie d'écrire un autre livre. Ah.